They're collecting DNA to identify victims of suspected serial killer. With the 1968 murder of a dance They teacher. don't usually kill more than one person at a time, although it has happened. It's unusual. Well, I'm sure it works, and you've got to have faith it'll work, or else you'd be reduced to some kind of, mumbling idiot. Ça, c'est le sujet dont je parle le plus sur cette chaîne. Les tueurs en série ont toujours fasciné, et avec l'émergence du true crime, on en parle de plus en plus et on en voit clairement partout. L'engouement autour de séries comme Dahmer ou Mindhunter en sont carrément la preuve. Eat the sandwich, I made it for you. I'll eat it later. Une chose est sûre, nous aimerions tous, en tout cas moi, plonger dans l'esprit d'un serial killer. Je me suis toujours demandé dans quel état d'esprit sont-ils au moment où ils passent à l'acte, que ressentent-ils, et qui de mieux pour répondre à ces questions qu'une personne concernée. Voici Joseph Edward Duncan, un cas très particulier. Entre 1996 et 2005, il a assassiné 8 personnes. La plupart d'entre eux étaient des enfants âgés de 9 à 13 ans. Ouais. Assez horrible. A priori, il était en toute possession de ses moyens quand il a commis ses crimes. Il a même évoqué à plusieurs reprises sa volonté de tuer ses victimes le plus vite possible pour qu'elles ne souffrent pas trop. Alors, qu'est-ce qui a poussé cet homme apparemment plein d'empathie à commettre des actes si immoraux ? La réponse se trouve dans son journal intime. Pas celui-là, mais celui qui se trouve sur internet. Ça doit faire environ 5 ans que je suis au fait de l'existence du blog de Joseph Duncan. En fait, lors de mes recherches sur internet, il a été mentionné à quelques reprises, enfin énormément, et je m'étais dit qu'un jour je prendrais le temps de me poser et de le lire, mais je ne l'ai jamais fait. Je savais que plonger dans ce récit serait déjà très chronophage car le blog est assez long, mais aussi que ça représenterait une lourde charge mentale, quoi. Les commentaires d'internautes qui ont lu ce blog vont de « c'est difficile à lire » à « c'est la pire chose que je n'ai jamais lu, pourtant je suis adepte de snuff movie ». Finalement, un soir, je me suis lancée, et pas vraiment dans l'intention d'en faire une vidéo, surtout par curiosité. Dès les premières pages, le criminel nous prévient, il dira toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est ici que nous ouvrons le journal intime de Joseph Edward Duncan. Vous vous demandez peut-être ce que je fais pour me détendre après vous avoir parlé de sujets pareils. Et c'est là qu'intervient Red Shadow Legends, notre sponsor du jour. Comme vous le savez, ce sont nos partenaires qui rendent la réalisation de nos vidéos possible. Alors je remercie Red Shadow Legends pour cette super opportunité. Ça fait 2 ou 3 ans que je vous parle de Red Shadow Legends, le jeu mobile aux 80 millions de téléchargements. Si ce jeu est si spécial, en tout cas selon moi, c'est grâce à ses graphismes incroyable. On est dans un mélange entre le jeu vidéo et le cinéma qu'auparavant on ne trouvait que sur les jeux consoles ou les ordinateurs. Ce que j'apprécie pas mal avec Red, c'est que c'est un jeu assez vivant et qui évolue tous les mois. Par exemple, très récemment, un nouveau champion a été ajouté à l'image de Ronda Rousey. C'est une légende de la MMA et du catch professionnel. Alors autant vous dire que c'est une vraie menace sur le champ de bataille. Parmi ses nombreux pouvoirs, bloquer les compétences actives et passives de ses adversaires, ou encore l'immunité contre les Turn Meter Reductions. Pour obtenir ce nouveau personnage gratuitement, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de jouer à Red pendant 7 jours, entre aujourd'hui et le 20 février. Vous pouvez également utiliser le code promo spécial RedRanda pour obtenir un tas de bonus utiles et améliorer votre Randa afin qu'elle soit au sommet de sa forme. En plus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez dès maintenant bénéficier de récompenses exclusives dans Red. Si vous avez besoin d'un peu de réconfort après cette vidéo, cliquez sur le lien dans la description ou bien scannez le QR code qui s'affichera à l'écran et vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$. Un champion épique gratuit, Aina, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP, un éclat ancien qui vous permettra de faire apparaître de superbes champions dès que vous commencerez à jouer. Merci à Red Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo. Je me souviens avoir vécu dans une maison avec une colline dans le jardin. Je n'avais que 4 ou 5 ans à l'époque, et la cour elle-même représentait toute l'étendue de mon monde, ou du moins du monde que je pouvais explorer par moi-même. Je me souviens m'être senti seul dans mon monde. J'ai peu de souvenirs de mes frères et sœurs. Je me suis rendu compte plus tard, beaucoup plus tard, que mes sœurs aînées ne m'ont jamais aimé à cause de la façon dont ma mère me favorisait et me dorlotait. Joseph Edward Duncan naît le 25 février 1963 à Fort Bragg, dans l'état de Caroline du Nord. C'est le cadet de 5 enfants. Alors la famille vit au gré des mutations du père qui est militaire, mais le petit Joseph n'est pas un enfant solitaire ou isolé, bien au contraire. Il a beaucoup d'amis, il passe beaucoup de temps à jouer dehors avec les enfants du quartier. Bon,
Il est souvent harcelé par des enfants plus âgés, mais selon lui, il n'en garde pas de grands traumatismes. D'ailleurs, lui préfère s'amuser dehors qu'être chez lui à cause de l'ambiance parfois négative qui y règne. En 1979, après 22 ans de mariage, les parents de Joseph se séparent et son père finit par se remarier. Vous voyez, à part quelques traumatismes comme le divorce de ses parents, une ambiance inhospitalière à la maison, le garçon vit une enfance plutôt ordinaire. C'est plus tard, au moment de la préadolescence, que les choses se gâtent. Dans ce journal intime, Duncan évoque énormément sa sexualité, et ce, depuis son plus jeune âge. Ce n'est pas vraiment étonnant, puisque, vous allez le voir, il tente de reconstituer les pièces du puzzle, et de faire comprendre au lecteur les raisons derrière le premier acte qui l'a conduit derrière les barreaux. Puisqu'il a toujours été abusé, Duncan estime qu'il peut lui aussi abuser. Il semble ne pas vraiment comprendre les règles du consentement, et pour lui la sexualité est un jeu de pouvoir. Et donc, à 12 ans, il demande à un garçon de 5 ans de lui faire une fellation, simplement pour voir ce que ça fait. Plus tard, il essaiera de se masturber sur Gigi, le chien de la famille. Alors qu'il a 14 ans, 2 événements marquants interviennent dans la vie de Joseph. D'abord, un viol par un pédiatre, et lui dit y avoir pris du plaisir, et ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait d'un abus. Quelques mois plus tard, il a sa première relation sexuelle avec... Je vous laisse le découvrir. La plupart des garçons comprennent à quoi sert leur pénis bien avant d'avoir 13 ans. Mais pas moi. J'avais expérimenté, bien sûr, mais je n'ai réussi à assembler les pièces du puzzle que vers 14 ans. En fait, je me souviens encore clairement de ce grand moment, après qu'une de mes sœurs, qui était sans doute encore en train de reconstituer son propre puzzle, m'ait demandé d'introduire mon pénis dans son vagin. Joseph est bon élève, et ses dossiers scolaires indiquent qu'il est brillant, mais qu'il s'ennuie assez facilement à l'école. Pour passer le temps, il expérimente. À 15 ans, il abuse d'un garçon de 9 ans, de la même manière qu'il l'avait fait à 12 ans. Jusqu'ici, on est tous d'accord pour dire que Joseph était certainement en train de devenir un violeur pédophile, ce qui n'est pas super déjà, hein, mais certainement pas un tueur. Ce qui va suivre, je l'ai appelé l'effet boule de neige, une accumulation d'événements qui l'ont mené à commettre les pires actes imaginables, par vengeance. Joseph se fait tirer dessus par un policier après avoir volé une voiture pour rentrer chez lui. Les accusations de vol de voiture ne sont pas retenues, mais Joseph est accusé d'avoir agressé un officier de police. Alors c'est complètement faux, mais ça permet au policier de plaider la légitime défense. Quant à Joseph, il perd complètement confiance en la justice, et suite à cette accusation, il est envoyé dans un centre pour mineurs délinquants dans l'état de Washington. Un mois avant son 17e anniversaire, il commet le premier acte, celui qui l'enverra en prison. Ce soir-là, il s'ennuie, et il décide d'entrer par effraction dans la maison d'un de ses voisins. Il vole des armes à feu, quelques magazines pornographiques. Ensuite, il aperçoit un garçon de 14 ans, il l'accoste et il le menace à l'aide d'une arme à feu, avant d'abuser de lui. Durant son interrogatoire, Joseph écrit une confession longue et détaillée de son acte. Il exagère ses méfaits et explique qu'il a agressé jusqu'à 13 garçons. Son objectif ? Être accepté dans un programme de réhabilitation au Western State Hospital de Washington, ce qui lui permettrait d'échapper à la prison. Et il y arrive. À 17 ans, il est interné dans un programme destiné aux délinquants sexuels adultes. Vous l'imaginez bien, c'est totalement débile, ça n'aurait jamais dû arriver. Là, il doit se purger de ses démons, mais les techniques utilisées dans le programme sont vraiment questionnables. Grâce à son bon comportement, il parvient à gagner le respect et la confiance des membres les plus âgés du programme. Malgré tout, une personne là dans le collimateur, il s'agit de Gary Shepard, un thérapeute. Après 22 mois dans le programme, M. Duncan a montré qu'il n'était pas disposé à modifier ses comportements sexuellement déviants et a choisi de ne pas s'engager à suivre les techniques du programme. Bien sûr, le rapport du thérapeute ne mentionne pas ses nombreuses visites à Lillian, la mère de Joseph, lui demandant des faveurs sexuelles en échange de la libération de son fils. Lillian avait toujours refusé ses avances. En quittant le programme, Joseph sera automatiquement envoyé en prison. Et le rapport de Gary Shepard est utilisé par la commission de libération conditionnelle pour justifier une peine minimale de plus de 5 fois l'échelle standard pour son crime. Autrement dit, il écope d'une sentence qu'on pourrait qualifier d'injuste. Arrivé en prison, un nouveau cauchemar commence pour Duncan. Il devient un punk, ou une victime facile pour le viol. Je n'avais que 19 ans, je mesurais 1m80 et je pesais 55 kilos tout mouillé. Je n'avais pas de poils sur le corps et pas du tout de poils sur le visage. J'ai été violé,
bien sûr, de nombreuses fois. Je suis allé voir les gardiens et leur ai dit que je voulais être placé en détention préventive, parce qu'on faisait pression sur moi pour avoir des relations sexuelles. Les gardes m'ont dit que si je ne leur donnais pas un nom, ils ne me déplaceraient pas. J'avais trop peur des hommes qui me violaient pour leur donner leur nom. Après avoir dénoncé le nom d'un de ses prétendus bourreaux, il finit par se faire transférer dans une autre prison, le McNeil Island Correction Center, et il avouera plus tard que cet homme ne lui avait jamais rien fait, mais qu'il l'avait dénoncé pour fuir cet enfer. À McNeil, Joseph travaille en cuisine, pendant son temps libre il joue au volleyball et il se passionne pour les ordinateurs. D'ailleurs, il apprend très vite et après avoir obtenu son diplôme, il lui est fait une proposition d'embauche. Un emploi de programmateur informatique chez IBM, ce qui n'est vraiment pas rien quand on connaît son parcours assez chaotique. Surtout, il essaie de comprendre les actes qu'il a commis, de se comprendre lui-même. Autant vous dire qu'au Western State Hospital, il n'a pas su mettre de mots sur ses pulsions, et surtout, le programme n'a pas été d'une grande aide pour les stopper complètement. Alors il lit la Bible, il lit des livres de développement personnel, il tente de se réparer. Et soudain, alors qu'il est âgé de 26 ans, une nouvelle vient bouleverser son quotidien. Soudain, mon monde a été mis sans dessus-dessous, encore une fois, mais cette fois, dans le bon sens. Les tribunaux avaient ordonné à la Commission des libérations conditionnelles de ramener les peines minimales de tous les détenus dont ils avaient la charge. La SRA a fixé une nouvelle peine qui dépassait toujours la fourchette de l'ERS pour mon crime, mais qui était inférieure à celle que j'avais déjà purgée. Ce que je pensais être une audience de révision de routine s'est donc transformé en une audience de libération conditionnelle. Je suis ému, même maintenant que j'écris ceci, et que je me rappelle combien j'étais heureux. Ma mère vivait toujours à Tacoma, dans la même maison où j'avais été arrêté à l'âge de 16 ans. Je pouvais aller vivre avec elle, trouver un emploi, l'aider à payer l'hypothèque, et tout irait bien à nouveau. Mais avant de sortir de prison, Joseph veut s'assurer qu'il ne récidivera pas. Il commence donc à consulter le Dr Sloat, un thérapeute, et il explique à ce médecin « Quand j'ai des relations sexuelles avec des hommes, je n'ai pas de pulsion pédophile. » Et donc le Dr Sloat encourage Joseph à se questionner sur son identité de genre. Finalement, il décide de s'identifier en tant que femme. Il est même soutenu dans sa transition par Al, son compagnon et co-détenu, et par le Dr Sloat. Malgré tous ses efforts, son appel est rejeté. Et tous ses plans s'effondrent. Nous sommes en 1994. Joseph est libéré sur parole après avoir passé 14 ans en prison. C'est énorme. Et il est bien décidé à reprendre le pouvoir sur sa vie. Ce qui s'est passé ensuite a été un point de non-retour dans le cours tragique de ma vie. Je menais une lutte intérieure pour décider si j'allais me venger et devenir le violeur-tueur d'enfants que la société craindrait le plus. Et la réponse est arrivée naturellement. Alors que j'étais assis tranquillement à déguster ma glace, j'ai vu deux jeunes filles surgir de nulle part et traverser les 5 voies de l'avenue Aurora. Elles ont traversé la route en venant dans ma direction, mais se sont ensuite rapidement dérobées à ma vue. Il était clair, pour moi, qu'elles n'étaient pas chaperonnées et qu'elles préparaient un mauvais coup. Aucun enlèvement n'aurait pu se dérouler aussi parfaitement. Je n'ai eu qu'à dire aux filles que j'étais le propriétaire du lieu dans lequel elles venaient de pénétrer. Je leur ai ordonné de retourner derrière le bâtiment, d'où elles venaient, sous prétexte que je voulais voir ce qu'elles faisaient là. Puis j'ai posé plusieurs questions pour déterminer exactement à quel point elles étaient vulnérables. Où habitez-vous ? Au motel de l'autre côté de l'avenue. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Notre frère nous a envoyé acheter des cigarettes au distributeur automatique du hall, mais nous voulions explorer. Où est votre mère ? Elle joue au bingo. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Carmen, elle s'appelle Samiero. Nous sommes demi-sœurs. Bien que Carmen soit clairement la plus jeune des deux, c'est celle qui a le plus d'assurance. Quel âge avez-vous ? J'ai 9 ans, j'ai 11 ans. Vous rendez-vous compte des problèmes que vous allez avoir ? Pas de réponse, juste des yeux écarquillés. Joseph fait monter les filles dans la voiture, il leur demande de s'accroupir sur le plancher de la voiture afin que personne ne les remarque. Ensuite, il les conduit jusqu'à un bâtiment désaffecté. Là, il tente de violer les fillettes. Heureusement, il n'y arrive pas. Il décide alors de se masturber devant elles, et bien sûr, il filme toute la scène. Puis, j'ai emmené les filles dans un bosquet à côté de la maison, et je les ai tuées aussi rapidement et proprement que possible.
Le lendemain, Joseph décide de souiller les corps des fillettes de la pire manière possible. Rappelez-vous, son objectif était de choquer la société par ses actes. Et quoi de mieux pour choquer la société que la nécrophilie? Le corps de Samiero, la plus âgée, a été démembré. Il ne peut donc disposer que du corps de Carmen. Et il le fait. Cela fait déjà quelques mois que Joseph sillonne les États-Unis à la recherche d'une nouvelle victime, et en avril 1997, il conduit jusqu'en Californie à la recherche de sa nouvelle proie. Le 4 avril, il arrive à Beaumont, une municipalité du comté de Riverside. Après avoir tourné dans les rues d'un quartier résidentiel, il repère un groupe d'enfants âgés de 7 à 10 ans selon ses propres estimations, et les garçons sont sur un trottoir et les filles derrière un grillage. Ils sont en train de discuter. Joseph a trouvé les proies idéales. Il se gare à quelques mètres d'eux pour ne pas les inquiéter. Puis je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à faire semblant de chercher mon chat dans les buissons. J'ai utilisé cette ruse pour me rapprocher un peu des garçons. Mais ils ont gardé leur distance. Je leur ai alors crié que s'ils m'aidaient à chercher, je leur paierais $1 chacun. Finalement, Joseph essaye de saisir le plus jeune des garçons, mais Anthony, 10 ans, s'interpose. En fait, il essaye de protéger son petit frère Marcos. Alors tant pis, Joseph le soulève et le jette sur la banquette arrière de sa voiture. Et bien sûr, il lui donne une bonne tape derrière la tête pour l'inciter à se calmer. Il y avait énormément de témoins lors de cet enlèvement. Alors, il s'arrête sur le parking d'un centre commercial, il sort sa tondeuse et il se rase barbe et moustache. Là, il est moins reconnaissable. Joseph attend que la nuit tombe, puis abuse de l'enfant de toutes les manières possibles, que je ne décrirai pas ici. Il essaie de l'humilier délibérément et lui demande de se tenir nu devant les phares de la voiture allumés, alors qu'il fait extrêmement froid dehors. Entre les épisodes, je parlais avec lui. Je lui ai dit que je devais le tuer, parce que si je ne le faisais pas, j'irais en prison pour le reste de ma vie. Ou pire. Il m'a dit qu'il aimait Jésus, donc qu'il irait au paradis. Il m'a également dit que son seul regret serait de ne pas pouvoir dire au revoir à sa mère. Il semblait plus inquiet pour elle que pour lui-même. Au lever du soleil, Joseph cherche un endroit où se débarrasser du corps de l'enfant. Mais d'abord, il doit le tuer. Alors, il l'oblige à se mettre à genoux. Il a prévu de le lapider. Duncan est arrêté dans le Missouri et renvoyé en prison en 1997. Non pas pour meurtre, mais pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle. Il est libéré de prison le 14 juillet 2000 pour bonne conduite. Il emménage ensuite à Fargo, dans le Dakota du Nord. Là, il vit une vie assez misérable. Il est paranoïaque. À l'idée de retourner en prison, il a peur de la police, mais surtout, il déteste le fait de devoir continuer à payer pour les actions commises dans son adolescence. Même si on sait que c'est un petit peu faux puisqu'il a récidivé plus tard, dans sa vie adulte, et qu'en plus, il a tué des enfants, quoi. J'aimerais avoir une vie plus sociale. J'apprécie de plus en plus la présence d'autres personnes, mais je me débat constamment avec mon statut de délinquant sexuel. Je déteste ce terme. J'ai l'impression que je ne peux pas me faire d'amis. Jusque-là, il n'est pas du tout inquiété pour les meurtres commis pendant sa période de libération conditionnelle, absolument pas. Joseph quitte Fargo en mars 2005 avec 10 000 € en poche. Cet argent, il l'avait emprunté à un ami pour se payer un avocat contre de nouvelles accusations d'agression d'enfants. Ouais. Mais sentant l'étau se resserrer et ne souhaitant pas retourner en prison, il fuit. Puis j'ai commencé ma quête de vengeance, mon soi-disant carnage. Lorsque j'ai atteint la périphérie de Coeur d'Alene, dans l'Idaho, j'ai aperçu pour la première fois Shasta en maillot de bain bikini, prenant le soleil avec sa mère devant leur maison. À environ 1h du matin, il gare sa voiture à quelques mètres de la maison de la famille Groening. Puis il part en repérage. Il s'approche de la propriété, il jette un œil à travers les fenêtres, il voit même les enfants endormis. Quel cauchemar, Ensuite, il décide de trouver un endroit où se cacher pour la nuit. Il installe son camp sur une colline d'où il a une vue imprenable sur la maisonnée, mais eux ne peuvent pas le voir. Ils étaient manifestement habitués à vivre, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur maison. Ils entraient et sortaient souvent, comme si la cour n'était qu'une extension de la maison. La seule que je n'ai pas vue sortir très souvent était Shasta, la plus jeune. À 2h du matin, il décide de pénétrer dans les lieux. Cette fois, il est tout équipé et prêt à faire un carnage. Son objectif premier est de trouver l'homme de la maison et de le soumettre, afin d'éviter que la situation ne dégénère trop pour lui.
Dans un couloir, il tombe nez à nez avec un chien. Il panique un peu, mais le chien fuit dès qu'il voit son arme à feu. Brenda, qui était assoupie sur le canapé, entend tout ce bruit et se réveille. Joseph lui demande d'allumer la lumière, il veut qu'elle comprenne qu'il a une arme à feu et que sa vie est en danger. Je les ai emmenés dans le salon et j'ai dit à l'homme de s'allonger sur le ventre. Puis j'ai dit à la femme de réveiller ses enfants et de leur dire de venir aussi dans le salon. Je les ai tous fait s'allonger sur le ventre. Puis je les ai ligotés. Pendant tout ce temps, j'avais assuré à l'homme et à la femme que tout ce que je voulais, c'était de l'argent et un véhicule. Il s'agissait bien sûr d'un mensonge pour les emmener à coopérer. J'ai dit à l'adolescent, Slade, de se lever et de venir avec moi. Puis j'ai utilisé le marteau pour tuer Slade. Je l'ai frappé sans avertissement et de plein fouet sur le dessus de la tête. Il est tombé à genoux. Puis je l'ai frappé à nouveau de plein fouet sur le côté de la tête. Il est tombé en avant sur son visage et n'a pas bougé. J'ai supposé qu'il était mort, ou au moins inconscient, et qu'il allait bientôt mourir. Joseph retourne à l'intérieur pour sortir les 2 enfants les plus jeunes de la maison. Il ne compte pas les tuer, en tout cas pas pour le moment. Il souhaite d'abord abattre les parents. Joseph demande à Brenda de se lever, mais en tentant de retirer le ruban adhésif de ses jambes, il la fait basculer et elle tombe sur l'épaule. Elle a crié de douleur, et cela m'a fait un peu paniquer. Honnêtement, je ne voulais faire de mal à personne. Juste les tuer sans douleur. Je lui ai donc dit « Désolé, tiens, ça va t'aider ». Et puis je l'ai frappé à la tête plusieurs fois, chaque fois sous un angle différent et à un endroit différent du crâne afin d'infliger le plus de dommages au cerveau le plus rapidement possible. Ainsi, dès que j'ai pensé que la femme était morte, je me suis approché de l'homme. Je lui ai dit quelque chose afin d'écarter ses soupçons pendant que je me mettais en position pour le tuer. Joseph retourne dehors, et c'est là qu'il réalise que le fils aîné de la famille, Slade, est encore en vie. Il s'est figé, terrorisé. L'expression de son visage me hante encore aujourd'hui. C'est pourquoi je n'aime même pas y penser, et encore moins écrire à ce sujet. Mais je sens que je dois le faire. Même si ce garçon, Slade Groen, était une telle brute à l'école qu'il est certain que beaucoup d'autres enfants ont été soulagés lorsqu'ils ont appris qu'ils ne le reverraient plus jamais. À la fin, lorsque toutes ces craintes se sont concrétisées et que tous ses espoirs ont été anéantis, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer à la maison, là où il se sentait en sécurité, pour être avec sa mère. J'ai arrêté de courir quand je l'ai vu, mais, sans hésiter, j'ai marché rapidement jusqu'à l'endroit où il se tenait. Et je l'ai frappé avec le marteau, à nouveau plusieurs fois à la tête. Mais cette fois, je l'ai frappé alors qu'il me faisait face, de sorte qu'il a vu chaque coup venir. Shasta et Dylan sont terrorisés. Ils sont bien conscients du fait que toute leur famille a été massacrée et ils craignent pour leur vie. Joseph les fait monter dans sa voiture et il s'enfuit de la scène de crime. Après son départ, Slade, 13 ans, reprend conscience et les traînées de sang qu'il laisse derrière lui nous donnent une bonne idée de son parcours. Le garçon entre dans la maison par la porte arrière, il monte dans son lit, il se rend ensuite au salon, il place une couverture sous la tête de sa mère et il meurt à ses côtés. Le cauchemar n'est pas terminé pour les plus jeunes enfants de la famille. Pendant 6 semaines, Dylan et Shasta subissent les pires tortures et abus possibles. Et tout cela, Joseph prend bien le temps de le filmer. En plus, Joseph ne manque pas de casser le moral des 2 enfants qui sont déjà traumatisés en leur racontant comment il a abattu les membres de leur famille à l'aide d'un marteau. Un jour, le petit groupe fait une pause sur une aire de camping ou un bois, ce n'est pas très clair. Shasta se trouve d'un côté du véhicule, tandis que son frère Dylan et Joseph se trouvent de l'autre côté. Là, elle entend un gros boum. C'est le bruit d'une arme à feu. Paniquée, elle se précipite en direction du bruit et elle voit son pire cauchemar, Dylan allongé par terre en train de hurler. Il vient de recevoir une balle dans l'abdomen. Pour Joseph, c'est un accident. Alors qu'il cherchait une bière dans une boîte en plastique, le fusil de chasse qui s'y trouvait se serait déclenché. Mais par grande miséricorde, il décide de mettre fin aux souffrances de l'enfant. Alors il pointe le fusil sur la tête de l'enfant, il appuie sur la gâchette, mais le coup ne part pas. Alors, l'enfant est terrorisé au sol, il supplie Joseph de ne pas l'achever, et je vous rappelle que toute cette scène se déroule devant la petite Shasta qui a seulement 8 ans. Et son frère, à ce moment-là, est la chose la plus précieuse à ses yeux. Ensemble, ils peuvent supporter le cauchemar qu'ils sont en train de vivre, mais seule, elle n'est pas certaine qu'elle y arrivera. Mais Joseph ignore les supplications de Dylan. Il recharge l'arme et tire une balle dans la tête de l'enfant.
Quelques jours plus tard, Joseph prend Shasta à part. Il semble être décidé à se débarrasser d'elle, comme s'il ne voyait plus d'intérêt à cette petite cavale. Alors, il demande à l'enfant « Comment aimerais-tu être tué ? Par balle ou strangulation ?» Alors, on peut imaginer que la petite fille était terrorisée par la mort brutale de son frère aîné, alors elle lui répond « Par strangulation ». Mais alors que Joseph commence à serrer la corde autour de son cou, elle le supplie d'arrêter en l'appelant par son surnom Jet, et là, il arrête. Il se penche vers elle et il lui demande si elle aimerait rencontrer sa mère. Shasta acquiesce. Sur le chemin, il s'arrête dans une station-service, puis dans un restaurant. Joseph ne prend aucune précaution, alors même que les visages de Shasta et Dylan ont été diffusés à l'échelle nationale. C'est l'affaire du moment. Et justement, dans le diner où ils déjeunent, quelqu'un les a repérés. Une femme observe l'enfant avec attention, elle est certaine de l'avoir déjà vu quelque part, elle a son nom sur le bout de la langue, et soudain, elle réalise, il s'agit de la fillette Grony. Hi, Pam. This is Linda, the manager at Denny's. Yes. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like that Shasta. Joseph Duncan sera jugé dans 2 cours distinctes de l'État de l'Idaho et de Californie. Il sera reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de kidnapping. Il sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de faire appel. En 2020, on diagnostique à Joseph Duncan un glioblastome, une tumeur au cerveau. Il refuse tout traitement et meurt le 28 mars 2021 à l'âge de 58 ans. Attention, cette vidéo n'a pas pour but de justifier les actes de Joseph Duncan, simplement d'apporter un éclairage à ses actions. Vous le savez, sur cette chaîne on parle beaucoup de psychologie, de justice, et il est clair que dans cette affaire, la justice a réellement failli. En refusant d'accorder un traitement adéquat à Joseph Duncan quand il était adolescent, elle a aussi condamné toutes ses futures victimes. Mais est-ce aussi simple que ça ? Joseph Duncan était mené par sa rage, mais aussi par sa raison. C'était un être sensible, tout à fait apte à comprendre la nature de ses actes. Il a simplement pris une décision, et certainement la pire décision possible. Donc, il est assez difficile de le plaindre quand on sait tout ça. Aujourd'hui, Shasta vit toujours dans l'Idaho avec son mari Michael. C'est une fière maman de 5 enfants qui vit une vie plutôt ordinaire, qui s'extasie devant des palettes de maquillage et qui aime bien tresser ses cheveux. Mais les choses n'ont pas toujours été simples pour elle. Son adolescence a été particulièrement tourmentée par la délinquance. Même si elle a physiquement pu fuir son bourreau, il y a de cela 17 ans, mentalement, elle en est toujours un peu prisonnière. Quant à Marcos, le petit frère d'Anthony, enlevé à Beaumont en Californie, il se souviendra toujours du jour où il a vu son frère partir avec cet inconnu.